Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intègre dans notre série de vidéos dédiées aux notions de base en algorithme. Nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes plusieurs notions, notamment la notion dédiée aux variables, aux constantes et aux types de données. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous suggère de la voir avant celle-ci. Tous les liens seront fournis en description. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'instruction, d'opération de base et de déroulement d'un algorithme. Donc sans plus tarder, nous allons débuter. Donc une instruction, en fait, c'est une action que l'on retrouve dans un algorithme. Comme nous avons déjà eu à le dire, un algorithme est un ensemble d'actions qui va nous permettre de réaliser un certain nombre de tâches. Et ces actions-là portent le nom d'instruction. Donc une instruction peut nous permettre de lire des données, peut nous permettre d'afficher des informations, peut nous permettre de faire des calculs, peut nous permettre de stocker différentes valeurs. En algorithme, on distingue trois types d'instructions: l'instruction d'affectation ou d'assignation, l'instruction de sortie ou instruction d'écriture ou d'affichage, l'instruction d'entrée ou instruction de lecture ou de saisie. Donc l'instruction d'affectation est une action qui permet de donner une valeur à une variable. Pour essayer d'illustrer cela, imaginons que notre chien Titou souhaite se déplacer à sa niche. Et à chaque fois qu'il rencontre un os et qu'il le mange, il gagne 20 points. La question qui nous est posée est de savoir quel est le score de Titou à la fin de cet algorithme. Je vous recommande de mettre la vidéo sur pause, d'essayer de prendre un bout de papier et, sans prendre en compte le formalisme, de produire une solution à ce problème. Donc j'espère que vous l'avez fait de votre côté. Donc ici nous allons essayer de donner une solution logique à ce problème. Une première information dont on a besoin, c'est d'une variable pour stocker le score de Titou. Or ici le score est une valeur entière, nous avons besoin de déclarer une variable de type entier. À l'étape 0, nous avons besoin de donner une valeur de départ au score. À l'étape 0, Titou n'a encore mangé aucun os, donc on va lui donner une valeur de départ qui vaut 0. Puis Titou avance et à l'étape 1, il va manger son premier os. Donc son score qui était à 0, on va lui ajouter 20 points supplémentaires à ce score-là, ce qui fait que son nouveau score sera de 20. À l'étape 2, il va avancer de nouveau, il va rencontrer un nouvel os, il va le manger, ce qui fait que son score précédent qui était de 20, on va lui ajouter 20 points supplémentaires et son nouveau score sera de 40. À l'étape 3, il avance de nouveau, il rencontre un os et il le mange, et donc son ancien score qui était de 40, on lui ajoute 20 points et le nouveau score est de 60. Et enfin, à l'étape 4, il avance et il arrive à destination. N'ayant mangé aucun os, bien sûr, son score reste à 60. Donc maintenant que nous avons compris la solution logique, nous allons essayer de donner un peu de formalisme avec la structure du pseudocode que nous avons décidé de prendre. Donc dans notre pseudocode, nous avons besoin de déclarer une variable, notamment ici la variable score qui est de type entier. Comme on l'a dit à l'étape 0, on doit donner une valeur de départ à la variable. Donc la toute première valeur de départ qu'on donne à une variable constitue en fait ce qu'on appelle l'initialisation. C'est une étape qui est aussi importante que la déclaration. Il est même recommandé dans les bonnes pratiques en algorithme, aussi bien en programmation, de déclarer chaque variable et de l'initialiser avant toute action supplémentaire. Donc, pour représenter l'étape 1, on va donc faire l'action d'avancer, donc tout va avancer. Et puis par la suite, on a une instruction d'affectation ou d'assignation qui consiste à dire que le nouveau score de Titou va recevoir l'ancien score qu'il avait plus 20. Donc c'est ce que cette instruction signifie. Le nouveau score reçoit la valeur de l'ancien score qu'il avait plus 20. Donc dans ce cas-ci, la valeur de l'ancien score ça sera 20, donc il va 0, donc il va recevoir 0 plus 20. Donc le nouveau score à cette étape 1 ici sera 20. Donc il va en être de même pour l'étape 2. On va avancer, puis on va donner au nouveau score l'ancien score plus 20. Puis il en sera de même à l'étape 3. On va avancer, puis le nouveau score sera l'ancien score plus 20. Et enfin à l'étape 4, on avance et on arrive à la destination, donc à la fin de l'algorithme. Donc, pour essayer de récapituler les différents éléments qu'on a déjà vus jusqu'à présent, on a vu que dans notre zone déclarative, qu'on avait déjà vu dans la vidéo précédente, qui permettait de déclarer des variables et des constantes, on va déclarer notre variable score, qui est un entier. Nous avons l'élément d'initialisation qui consiste à donner
première valeur à une variable. Dans notre cas, c'est la valeur 0 qu'on donne à score. Et puis, nous avons des opérations d'affectation qui vont permettre d'affecter des valeurs ou des opérations à une variable donnée. Et une règle très importante et qui est aussi une bonne pratique, c'est que chaque variable doit absolument être déclarée et initialisée avant toute action supplémentaire. Donc, pour essayer d'aller de manière un peu plus explicative par rapport à cette notion-ci, donc si on revient à l'étape 0 où on a ici initialisé, donc on a donné à score la valeur 0, ça veut dire qu'à ce moment-ci, score vaut bien 0. Et puis à l'instruction 1, après qu'on a avancé, ici, on dit le nouveau score sera la valeur de l'ancien score, comme on peut le voir, qui est 0, plus ce 20-ci, donc 0 plus 20 font 20, ce qui va devenir la valeur pour le nouveau score. Même chose à l'étape 2, on va avancer de nouveau, et l'ancien score qui était 20, plus 20, 40, ce 40 ici va devenir le nouveau score. À l'étape 3, c'est pareil, l'ancien score qui est 40, plus 20, qui va nous faire 60, va devenir le nouveau score. Et enfin, à l'étape 4, on va avancer. Il est extrêmement important pour vous de comprendre pour nous de comprendre ce mécanisme-ci, car c'est un mécanisme qui est très très utilisé, très présent en algorithme et en programmation. Donc, si vous ne l'avez pas compris, je vous suggère d'essayer de le faire sur papier par vous-même et d'essayer de bien comprendre cette logique, car elle sera régulièrement utilisée par la suite. Donc, on peut voir qu'on peut affecter deux éléments à une variable. On peut affecter une valeur, dans le cas de notre initialisation, ou on peut affecter une opération qui représente ici une expression. Donc, une opération généralement est constituée d'un ou plusieurs éléments. On peut avoir une ou plusieurs variables, une ou plusieurs valeurs et un ou plusieurs opérateurs. Généralement, l'opérateur va être lié au type de la variable. Donc ici, par exemple, on a une variable entière et on a une valeur aussi entière. Donc, on comprend que l'opérateur ici, qui est représenté par le symbole plus, est un opérateur d'addition qui va nous permettre d'additionner la valeur entière qui est dans la variable avec cette valeur numérique qui vaut 20. Donc, l'opération ici, c'est une action qui va nous permettre de manipuler donc trois éléments. On peut manipuler des variables avec une opération, des constantes, et on peut aussi manipuler des valeurs. Et c'est dans le but de pouvoir effectuer des calculs, comparer des valeurs ou bien combiner des conditions. En algorithmique, on distingue quatre types d'opérations. Les opérations arithmétiques, opérations de calcul, les opérations de comparaison qui permettent de comparer divers éléments, les opérations logiques, opérateurs logiques qui permettent de combiner des conditions, et enfin l'opération de concaténation qui est une opération qui s'effectue sur un type particulier qui permet d'assembler des textes. Donc pour essayer de récapituler la situation qu'il y a entre les différents types d'opérations et les types de données que nous avons déjà vus, l'ensemble des opérations arithmétiques s'effectue sur deux types. Ça peut être des entiers, ça peut être des réels. On va généralement utiliser ces deux types de valeurs ou variables là pour effectuer des calculs. Les opérateurs de comparaison, bien les opérations de type comparaison s'effectuent sur tous les types que nous avons pu voir, que ce soit entier, réel, chaîne de caractères ou booléen. Les opérateurs logiques s'effectuent uniquement sur des données de type booléen. Et enfin, l'opérateur de concaténation s'effectue uniquement sur des chaînes de caractères. Donc ici, comme nous l'avons dit, l'opérateur arithmétique permet de faire des calculs et il s'utilise uniquement avec le type entier réel. Pour essayer d'illustrer les différents opérateurs qui existent dans cette catégorie d'opérations, on a décidé ici d'initialiser deux variables. La variable A avec la valeur 6 et la variable B qui est un réel avec la valeur 3. Donc ici au niveau de l'addition, donc ça c'est le plus ici, ça sera l'opérateur plus va représenter l'addition. Donc si je vais additionner la valeur qui est dans la variable A avec la valeur qui est dans la variable B, ça me fera 6 plus 3. Et donc le résultat sera un réel qui vaudra la valeur 9. Il en sera de même pour la soustraction, la multiplication, la division réelle. Donc une division pour laquelle on a une partie décimale. Et dans deux opérations particulières qu'on va ajouter ici, c'est la notion de division entière et la notion de modulo. La division entière ici qui est représentée par div, c'est une division qui s'effectue uniquement entre deux entiers et qui permet d'obtenir le quotient de la division du premier nombre, de la première valeur par la deuxième valeur. Donc ici on veut faire l'opération, on veut diviser, on va essayer de trouver la division entière, donc le quotient qui sera le résultat de la division entre la valeur qu'il y a dans la variable A
et la valeur 3, donc le chiffre numérique 3. Donc ça sera donc la division entière entre 6 et 3. Et quand j'effectue la division entre 6 et 3, j'obtiens 2 comme quotient. C'est ça qui est représenté là. Et un autre opérateur qui s'utilise uniquement sur les entiers est l'opérateur de modulo. Donc ici, on va plutôt prendre le reste de la division de la première valeur par la deuxième valeur. Donc ici, on prend tout le cas de 6 modulo 3. Ça veut dire que lorsque je divise 6 par 3, qu'est-ce qui reste à la fin? À la fin, il reste donc la valeur 0. Donc après, on a les opérateurs de comparaison. Ce sont des opérateurs qui permettent de comparer deux éléments. Il faut simplement que les deux éléments-là soient de même type. Et donc, on a donc plusieurs opérateurs qui existent, comme par exemple l'opérateur d'égalité. Donc ici, on va essayer de comparer les deux variables de type entier x et y. On se pose la question de savoir, est-ce que 5, la valeur de x, est égale à 8, qui est la valeur de y? Le résultat sera faux, parce que 5 n'est pas égal à 8. On voit aussi l'opérateur différent qui permet de savoir est-ce que la première valeur est différente de la deuxième. Donc, dans notre cas, on a deux variables de type chaîne de caractères, nom et autre. Donc la valeur qui est dans nom c'est Titou et la valeur qui est dans autre c'est Momo. Donc c'est pas que savoir est-ce que Titou est différent de Momo, et ça va être vrai. Et ainsi de suite pour les autres opérateurs inférieurs, supérieurs, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Le prochain type d'opérateur, c'est les opérateurs logiques. Ce sont des opérateurs qui vont s'appliquer uniquement sur des variables booléennes et qui vont permettre de combiner des valeurs booléennes. Par exemple, ici, nous avons deux variables de type booléen, A qui a été initialisée avec la valeur vraie et B qui a été initialisée avec la valeur faux. On a donc ici trois types d'opérateurs communs utilisés avec les opérations logiques, la conjonction ou le et. Cet opérateur, c'est ou bien cet assemblage dans une opération de deux conditions booléennes n'est vrai que si les deux sont vraiment moments. Donc dans notre cas, vrai et faux va donner faux parce que il faut absolument que les deux soient vrais pour que le résultat soit vrai. Dans les autres cas, c'est faux. Pour la disjonction, il suffit que l'une des valeurs soit vraie. Donc dans ce cas-ci, ça va donner vrai parce que on a cette valeur-ci qui vaut vrai. Et le cas de l'inversion, c'est tout simplement le contraire de la valeur booléenne. Donc dans notre cas, ici non A, ça veut dire non vrai, ça va donc donner faux. Le prochain opérateur, c'est l'opérateur de concaténation qui s'applique uniquement sur les chaînes de caractères. Donc ici, ça sera toujours représenté par l'opérateur plus, mais sauf que cet opérateur-là va se comporter différemment si on a deux types entiers ou bien si on a deux types chaînes de caractères. Donc si on fait l'addition entre deux types chaînes de caractères, qu'est-ce qui va se passer? Alors ici, il va juste assembler ces deux éléments-là. Donc ici, on a Titou qui est la valeur de prénom et dans animal, on a le chien. Et donc, quand on concatène les deux chaînes de caractères, on va donc coller, bien sûr, ici il y a un espace, donc cet espace sera aussi pris en compte. Donc, on va donc coller Titou et espace le chien pour obtenir Titou le chien. Donc, voilà un peu pour les différents types d'opérations qu'il existe et les différents types d'opérateurs par opération. Une des prochaines instructions qu'on va voir, c'est l'instruction de sortie, qui est aussi appelée instruction d'écriture d'affichage. Cette instruction permet de passer une information à quelqu'un. Ça peut être, c'est comme si vous avez la possibilité d'écrire sur un tableau ou bien sur un écran. Donc, on peut écrire deux types d'informations. On peut écrire un texte ou alors on peut écrire le contenu d'une variable. Par exemple, ici, on va prendre un premier problème où on souhaite dire bonjour à nos amis. Donc, on souhaite afficher on souhaite afficher le message bonjour. Donc, dans ce cas, en pseudocode, on peut dire écrit bonjour ou bien afficher bonjour. C'est exactement la même chose. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va se passer? Sur notre tableau, on va voir bonjour les amis comme résultat qui sera affiché. Et si on décide d'afficher le contenu d'une variable, alors on va juste faire écrire ou afficher, ça dépend, suivi du nom de la variable. Par exemple, ici, on veut faire écrire taille. Dans le cas de notre exemple ici, c'est la taille de Titou qu'on va afficher qui était de 1,17 cm. Donc le résultat qui va s'afficher, ça sera 1,17. Donc la prochaine instruction, c'est l'instruction d'entrée. Cette instruction-ci permet de récupérer quelque chose qui nous a été donné pour la mettre dans une variable. Par exemple, ici, on va supposer qu'on a posé la question à quelqu'un, quel est le prénom de notre chien? Et cette personne-là a répondu Titou. Et nous, on souhaite mettre cette valeur Titou-ci dans notre variable nom. Pour cela, on va simplement en pseudocode dire lit nom ou bien saisis nom en fonction de ce que l'on souhaite utiliser. Les deux sont exactement pareils.
Donc, pour essayer donc de faire le point, on va prendre cet exemple-ci sur la notion du déroulement d'un algorithme. Dérouler un algorithme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on a un algorithme qui est déjà écrit, il faut être à même de pouvoir savoir s'il fait effectivement ce qui a été demandé. Ou bien lorsqu'on reçoit un algorithme de quelqu'un, il faudrait être à même de pouvoir tester cet algorithme-là en faisant un certain nombre d'étapes. Donc, c'est comme si on exécutait. Bien sûr, ici, l'exécution se passe de manière manuelle sur un bout de papier afin de voir ce que l'algorithme fait pour comprendre la logique de l'algorithme qu'on a reçu. Donc, dans ce cas, si on nous a donné un algorithme ici, et la question c'est de savoir, vous avez demandé, c'est qu'on souhaite qu'on déroule l'algorithme et lorsque l'utilisateur nous donne la valeur 7, ça veut dire la personne à qui on va demander quelque chose nous aura donné comme résultat 7. Et lorsqu'on veut dérouler un algorithme, on passe par un certain nombre d'étapes, généralement pour moi 4. Pour vous, ça peut être plus, il n'y a pas de problème, mais dans l'ensemble de ces vidéos-ci, on va dérouler en partant du principe qu'on a ces 4 étapes-là. La première étape, c'est de numéroter toutes les instructions. On a vu les différents types d'instructions qu'on a. Donc, la première étape va constituer à les numéroter. Deuxième étape, ça va être de construire ce qu'on appelle le tableau des résultats de sortie. Ça veut dire que toutes les instructions qui vont permettre, qui vont afficher ou bien qui vont donner un résultat sur notre tableau, on va construire ce tableau noir-là et on pourra écrire les résultats qui seront affichés dessus. La prochaine étape, c'est de construire le tableau d'exécution. On verra comment le construire. Et après, on va dérouler les instructions restantes, les instructions de l'algorithme une par une. Donc, sans plus tarder, on va essayer de pratiquer chacune de ces étapes-ci sur notre algorithme qui nous a été donné. Donc, la première étape consiste à numéroter les instructions. On a vu nos 3 types d'instructions. Donc, ici, afficher, c'est une instruction de sortie, dont la note. Saisir, c'est une instruction d'entrée, donc ça fait 2. Ici, on a une instruction d'affectation ou d'assignation, donc ça fait 3. Et enfin, on a une instruction de sortie, afficher B, ça fait 4. Donc, nous avons donc 4 instructions dans le corps de notre algorithme. C'est simplement ça en quoi constitue la première étape. Dans la deuxième étape, on nous a dit qu'on doit construire le tableau. C'est simplement venir ici et dire, ok, voici, je prends un espace à feuille de papier et dire, ok, voici là où je vais mettre tous les résultats qui seront affichés par mon algorithme. Donc, je prends une feuille de papier, je choisis un espace et je dis résultat affiché. C'est ça la deuxième étape. Troisième étape, c'est construire le tableau d'exécution. Alors, comment est-ce qu'on construit le tableau d'exécution? Le tableau d'exécution, en fait, il a une première colonne qui va contenir le numéro de l'instruction et puis on va mettre autant de colonnes qu'il y a de variables dans l'algorithme. Donc dans notre cas, on a 2 variables A et B. Donc ça veut dire en plus de la colonne numéro de l'instruction, on va ajouter 2 colonnes supplémentaires et bien sûr le nom de la colonne, ça représente simplement le nom de la variable. Enfin, on va commencer à dérouler les instructions une par une. Ça veut dire qu'on va dérouler l'instruction numéro 1, on va dérouler l'instruction numéro 2, ainsi de suite, jusqu'à notre 4e instruction, jusqu'à la fin de l'algorithme. Mais ici, on va mettre une condition. Les seules instructions qui vont modifier l'une des variables présentes dans notre tableau d'exécution vont être mises dans le tableau. Ça veut dire quoi? Pour ajouter une nouvelle ligne dans notre tableau, il faut que ce soit une instruction qui modifie soit la valeur de A, soit la valeur de B dans notre cas. Donc, si je prends la première instruction de notre algorithme, affichée entre un nombre, cette instruction ne modifie ni la valeur de A ni la valeur de B, donc je n'ai pas besoin d'ajouter une ligne supplémentaire dans mon tableau d'exécution. Mais cette instruction-ci a un impact sur le tableau d'affichage de mes résultats. Donc, ça va afficher un texte, entrer un nombre sur ce tableau-là. Ensuite, je passe à la deuxième instruction, saisir A. On dit que cette instruction-ci attend que l'utilisateur, on demande au utilisateur, on attend qu'il nous donne. On a dit aussi dans l'énoncé que l'utilisateur va nous donner le nombre 7. Donc, à l'instruction 2, on suppose que l'utilisateur va nous donner le nombre 7. Donc, ça veut dire que 7 va s'afficher sur notre tableau de résultats. Et ce 7-ci doit venir entrer dans notre variable A. Donc, à l'étape 2 aussi, je vais ajouter une ligne supplémentaire dans mon tableau d'exécution parce que ça modifie la valeur de la variable A. Et donc, à la valeur de la variable A, je vais donner la valeur 7. Maintenant, ici, comme je ne connais pas encore ce qu'il y a dans la variable B, je mets ici dans ce slash là pour signifier en fait qu'on ne connaît pas encore la valeur qu'il y a dans la variable B pour le moment. Donc ensuite, on va passer à l'instruction numéro 3. Donc à l'instruction numéro 3, on voit que à la variable B, on assigne une opération dont la valeur de la variable B sera modifiée, comme c'est une opération d'assignation. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne dans mon tableau d'exécution. Et donc,
À cette variable B là, on a assigné l'opération, on prend l'ancienne valeur de A, c'est-à-dire la valeur de A avant d'arriver à l'instruction numéro 3, donc c'est la valeur 7, plus 3, donc ça va faire 7 plus 3 qui va donner 10, et donc ce 10 là sera assigné à la valeur de B. Donc à l'instruction numéro 3, A, la valeur de A n'a pas changé, elle vaut toujours 7, et la valeur de B vaut maintenant 7 plus 3 qui vaut 10. Et puis, on va passer à l'instruction numéro 4. L'instruction numéro 4 est une instruction d'affichage ou de sortie. Donc, elle va pas affecter notre tableau d'exécution. Elle va seulement venir affecter notre tableau qui présente les différents résultats. Donc, avec l'instruction numéro 4 qui nous dit d'afficher la valeur qu'il y a dans la variable B. La valeur qu'il y a dans la variable B, c'est 10. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vraiment, je vous prie de vous abonner, liker, commenter, partager et bien sûr d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir en détail comment fonctionne la notion de structure de contrôle et nous allons voir diverses notions par la suite telles que les fonctions et les différentes structures de données qui existent dans le domaine de l'algorithme. Moi, je vous dis à la prochaine.